Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la ligne Staline, qui est un ensemble de casemates, d'emplacements de canons et de fortifications construits dans les années 1920, afin de protéger la frontière occidentale de l'Union soviétique d'une agression extérieure. Son concept est similaire aux secteurs les plus légers de la ligne Maginot française et de la ligne Siegfried allemande. Vous voulez en savoir plus sur la ligne Staline? Venez avec moi. À la suite du pacte Molotov-Ribbentrop et de la conquête des pays baltes, de la Bessarabie et d'une partie de la Pologne par les soviétiques en 1939-1940, Joseph Staline prend la décision d'abandonner la ligne au profit de la ligne Molotov, censée protéger les nouvelles frontières de l'Union soviétique plus à l'ouest. Un certain nombre de généraux soviétiques estiment cependant qu'il est préférable de conserver la ligne Staline afin d'avoir une défense en profondeur. Mais cette vision entre en conflit avec la doctrine militaire soviétique d'avant la Grande Guerre patriotique. Signée pendant l'offensive soviétique contre les Japonais en Mongolie, le pacte met un terme au plan anti-soviétique japonais. Et de ce fait, même après la rupture du pacte le 22 juin 1941 par l'offensive allemande, le Japon refusera toujours d'attaquer l'Union soviétique par l'Est. En revanche, la rupture du pacte germano-soviétique entraîne la signature d'un accord anglo-soviétique, d'autant plus vital pour la Grande-Bretagne que la France avait de son côté brisé l'engagement interallié du 28 mars 1940 à ne pas conclure de paix séparée avec l'ennemi et préféré à une reddition militaire, une armistice et une politique de collaboration avec le Troisième Reich. Mais pourquoi avoir construit pendant longtemps une puissante ligne de défense puis la démanteler de leurs propres mains? Sans cette ligne de défense, les Allemands ne rencontrent aucune difficulté et peuvent poursuivre leur offensive jusqu'à Moscou. Lorsque l'Allemagne nazie attaque l'Union soviétique le 22 juin 1941, au cours de l'opération Barbarossa, la plupart de la ligne Staline était démantelée, en ruine ou en bois, et constituait un obstacle négligeable pour les forces d'invasion. Seules quelques enclaves peuvent entraver l'avancée de la Wehrmacht, pendant quelques jours seulement. Les ruines de ces fortifications, pour beaucoup d'entre elles bien conservées, se trouvent aujourd'hui en Lituanie, en Pologne, en Biélorussie ou en Ukraine. Les frontières actuelles sont quelque peu différentes des frontières de 1941, et donc certaines sections de la ligne Staline ne se trouvent pas dans les zones frontalières et sont facilement accessibles. Par contre, les autres sections se trouvent juste à côté de l'actuelle frontière polono-ukrainienne, polono-biélorusse et russo-lituanienne. Leurs accès peuvent donc être limités pour des réseaux de sécurité de frontières entre les pays. Dans les années 1927-1939, sur la ligne de l'ancienne frontière occidentale et dans la profondeur opérationnelle immédiate, des fortifications ont été construites, formant la ligne Staline. Dans les années d'avant-guerre, il y avait beaucoup de battages autour de ces fortifications pour glorifier la défense nationale. Les fortifications de l'ancienne frontière de l'État étaient appelées invincibles et comparées à la ligne française Maginot. Les récits de nombreux combattants qui, dans les premiers jours de la guerre, étaient absolument certains que les Allemands s'arrêteraient définitivement à l'ancienne ligne de frontière. Cette croyance en la ligne Staline était absolue, et par conséquent, lorsque la guerre s'est facilement déplacée plus loin dans les profondeurs du territoire russe, la population a été choquée. De nombreux combattants et citoyens soviétiques ordinaires s'inquiètent longtemps de la question: pourquoi les Allemands ont-ils si facilement surmonté des fortifications invincibles si l'armée rouge luttait pendant 3 mois pour percer la ligne Mannenheim, considérée comme plus faible? 10 ans après la guerre, la réponse à cette question est que l'ancienne frontière fut désarmée, le matériel transporté et les fortifications ont été détruites. Tout simplement, la ligne Staline a été abandonnée. La ligne Staline comprenait un commandement et un quartier général de 2 à 8 bataillons de mitrailleuses et d'artillerie, un régiment d'artillerie, plusieurs batteries distinctes d'artillerie lourde, à caponnière, réservoir bataillon, compagnie ou bataillon de communication, bataillon de sapeurs mécaniciens et autres unités. Chaque fortification occupait une zone de 100 à 180 km le long du front et de 30 à 50 km de profondeur. Ils pouvaient mener indépendamment des opérations de combat pendant une longue période de manière isolée. L'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne en 1941 prend les soviétiques de court. Leur nouveau système de défense n'était pas encore achevé.
Toutefois, certains ouvrages de la ligne Staline, opérationnels, contribueront à ralentir la progression des troupes allemandes. Fort de son alliance avec la Roumanie, des troupes germano-roumaines occupent la ligne de l'ancienne frontière de la ligne Staline. Des troupes roumaines et germaniques, placées sous le commandement du général Antonescu, ont continué lundi à pénétrer dans les lignes soviétiques, arrivant jusqu'à Dniestre inférieur, écrit un journal. Au cours de durs combats, elles ont chassé les troupes russes du territoire bessarabien, cédé à l'Union soviétique par le pacte germano-soviétique. Après avoir atteint le Dniestre inférieur, les troupes du général Antonescu se trouvent ainsi sur l'ancienne frontière roumaine, faisant un peu plus reculer l'Union soviétique. Les installations de lutte contre les incendies ou les points de tir constituent la base de la stratégie de développement. La ligne Staline ressemblait, selon les auteurs, à une structure souterraine fortifiée complexe. Il y avait des entrepôts, des munitions, de la nourriture, des unités médicales, des cantines, des postes d'observation et de commandement. L'armement soviétique est constitué d'une pointe de mitrailleuse de 3 chambres, dans laquelle 3 Maxims et 2 demi-champions avec un canon 76 monté sur des tourelles fixes. La ligne Staline n'a pas été construite près des frontières, mais au plus profond du territoire soviétique. À l'automne 1939, tous les travaux de construction de la ligne Staline ont été arrêtés. Les garnisons des zones fortifiées ont d'abord été réduites, puis complètement dissoutes à la veille de la guerre. De puissantes structures en béton armé et de structures défensives ont été démantelées et transférées par l'ordre personnel de Staline pour la ligne Molotov. Dans la propagande allemande, le 8 à Berlin, les journaux soulignent que l'attaque contre la ligne Staline a commencé. L'importance de ce système fortifié dans une région absolument dépeuplée relève le Volketscher réside dans le fait qu'il n'y a plus de fortification permanente plus à l'est. Les journaux relatent que les soviets tentent de faire venir en toute hâte des réserves. La ligne Staline est la dernière ligne de résistance dans la partie européenne de la Russie. Les Russes se défendent avec acharnement, car ils savent que derrière la ligne Staline se trouve plus que la vaste plaine s'étendant jusqu'à l'Oural et surtout Moscou. On insiste sur le fait que l'aviation allemande surveille et bombarde sans répit les renforts russes envoyés pour protéger la ligne Staline. Les journaux sont unanimement d'avis que l'issue de la lutte ne fait aucun doute. L'Allemagne va triompher, l'Union soviétique va s'effondrer. Comme on l'a vu, les fortifications dans les plans de construction de l'armée rouge se sont vues attribuer un rôle très important. Selon les plans, ils étaient censés couvrir les zones opérationnelles les plus importantes, dont dépendait la stabilité de la défense, et constituer les frontières de l'action des troupes sur le terrain, tant pour la défense que pour le passage à une offensive décisive. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.